l'actualité du 13h15, l'autorité supérieure de contrôle d'État sensibilise les acteurs de la justice sur les méfaits de la corruption. Au Burkina, la justice est particulièrement exposée au phénomène et en décidant d'en parler, l'autorité veut donner de la voix. Et puis, l'espionnage informatique vise des programmes de défense américains. L'Empire du Milieu serait accusé par le Pentagone d'utiliser les capacités de son réseau informatique pour une campagne de collecte de renseignements contre les secteurs qui soutiennent les programmes de défense nationale aux États-Unis dans les domaines diplomatiques, économiques et industriels. Du blablabla répondent les Chinois à ces accusations. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais tout d'abord, la suite de la tournée du Premier ministre dans l'Est du Burkina. Luc Adolphe Tiao était en fin de semaine dernière sur la plaine aménagée de Dakiri pour se rendre compte des productions réalisées, mais aussi pour échanger avec les populations de Mani, Bogandé, Piela et Bilanga. Le point de la tournée avec nos envoyés spéciaux, Jean Zongo et Viviane Tiendrabego. Cet air est familier à beaucoup d'auditeurs de la radio nationale. Dans la Nyanya, Yarga Gabiliga continue d'égrener ses notes. Sa prestation a attiré l'attention de Luc Adolphe Tiao. Je suis presque sûr qu'il n'a jamais reçu la reconnaissance de la nation. Donc c'est pourquoi c'est un instrument que j'ai sollicité que nous puissions l'encourager. De l'avis du Premier ministre, il faut encourager les efforts de la Nyanya dynamique. Dans les années 80, un confrère très célèbre parlait de la Nyanya profonde. On ajoutait même métallique. Parce que c'était une région très difficile d'accès, très dure. Il n'y avait aucune infrastructure. 20 ans après, on a ce qu'on a aujourd'hui. Et je pense que c'est une ville pratiquement normale, comme n'importe quelle autre ville. Cependant, il y a beaucoup de problèmes encore, comme des problèmes d'eau, des problèmes d'infrastructure. Le chef-lieu de la Nyanya a mal à son CMA dont le rayon d'action est de plus de 8 km, ce qui dépasse la moyenne nationale. Nous avons une seule ambulance qui a plus de 5 ans, qui couvre le district de Bogandé et celui de Mani. Et souvent, l'ambulance doit même évacuer des patients de Mani jusqu'au CH de Dori. À Bogandé, le chef du gouvernement a rendu visite aux femmes transformatrices de riz, de manioc et de produits forestiers non ligneux. Il les a encouragées en leur offrant une enveloppe de 500 000 francs CFA. Le riz que les femmes transforment provient certainement de la plaine de Dakiri. Plus de 700 producteurs y exploitent 150 hectares pour produire du riz, des tomates, des oignons et du maïs. Après Dakiri, Luc Adolphe Tiao a effectuer une halte à Mani. La principale difficulté de cette commune, c'est l'accès à l'eau potable. Les habitants de Piela vivent le même problème. De Piela, le chef du gouvernement s'est rendu à Bilanga. L'épine que les populations voudraient qu'on leur enlève du pied, c'est l'insécurité. Elles demandent pour cela l'achèvement des locaux de la gendarmerie nationale. Partout où il s'est arrêté sur la route entre Dori et Fada, le Premier ministre a appelé les populations au dialogue, à la sagesse et à la tolérance pour éviter les conflits qui retardent le développement. Nous retrouverons Viviane Tiendrebego au cours de cette édition pour nous évoquer davantage la tournée du Premier ministre dans l'Est du Burkina. Le Burkina Faso évalue ses performances dans les programmes appuyés par le Fonds monétaire international et une rencontre se tient dans la capitale burkinabé pour mesurer le niveau de croissance inclusive du pays. La rencontre regroupe les bailleurs de fonds, les ONG, les syndicats et les décideurs. Le point avec Jacques Lamissa Tarpaga. La croissance économique du Burkina Faso devrait être ressentie par les plus pauvres au sein de la population. Inclusive examinée ici à la salle des conférences de Ouaga 2000 par les décideurs, les entrepreneurs du secteur privé, les ONG et les communautés des bailleurs de fonds. Il s'agit d'évaluer l'appui du Fonds monétaire international au programme de développement du Burkina Faso sur les 10 dernières années. Le choix donc de ce thème vient à propos, au moment où le gouvernement, dans sa démarche pour la promotion d'un développement économique et social durable, voudrait que la croissance recherchée soit partagée et inclusive pour assurer sa durabilité. Aussi, toute la problématique est telle d'identifier les vrais obstacles et d'y trouver les remèdes appropriés
pour assurer une croissance soutenue et inclusive dont les effets sont effectivement ressentis par les populations, surtout celles les plus démunies. Pour définir les voies à suivre afin de promouvoir une croissance inclusive, les participants se penchent sur 4 points. Une évaluation de la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable et la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, les obstacles à la croissance, les expériences accumulées avec le FMI ainsi que les performances dans le programme appuyé par ce fonds. Notre pays s'est engagé depuis une dizaine d'années avec le Fonds monétaire international à mettre en œuvre une série de réformes à travers des mesures structurelles dans plusieurs domaines, dont celui de l'administration fiscale et douanière, de la gestion des finances publiques, de la gouvernance administrative du secteur financier, des télécommunications, de la filière coton et du secteur de l'énergie. Si certaines de ces réformes ont été menées sans grande difficulté, d'autres n'ont pu aboutir pour des raisons diverses, et dont un des thèmes vous donnera l'occasion d'en débattre, de tirer des leçons pour le futur. Le Burkina Faso connaît une croissance dans certains secteurs comme le coton, les mines, les services financiers, les télécommunications, l'énergie et le transport. Et ces secteurs ont besoin d'être soutenus davantage pour améliorer le revenu des Burkinabés. Et puis, des nouvelles des soldats burkinabés sur le terrain de guerre au Mali. Le bataillon Badea, au front, prend le relais de l'opération Serval à Tombouctou. Le bataillon a reçu officiellement la charge de protéger la ville au 33 Saint de la domination islamiste le 23 avril dernier. La mission des soldats burkinabés sera d'assurer la sécurité des populations et leur permettre de vaquer à leurs occupations. Commentaire, Simon Gongo. C'est d'abord le général de Saint-Quentin, chef de l'opération Serval, qui reçoit à la fois le général Honoré Nabéré Traoré, chef d'état-major général des armées burkinabées, le général Dambélé, chef d'état-major général des armées du Mali, et le général Abdul Kadir, commandant de la MISMA, pour faire le point sur la situation sécuritaire dans la zone de Tombouctou. Puis ici, à l'aéroport de la ville, vient le transfert de commandement. Depuis le 10 avril, les Burkinabés et Français faisaient des patrouilles mixtes pour la reconnaissance du terrain. Les Burkinabés devront à présent s'intégrer à travers la sensibilisation. Le général Honoré Nabéré Traoré leur a donné conseil. Nous pensons que cette action s'inscrit justement dans le cadre de la sécurité sous-régionale. Ce qui se passe au Mali, c'est aussi dans la sous-région. Si nous réussissons à amener la paix au Mali, nous amenons la paix dans la sous-région ouest-africaine. Les Burkinabés étaient jusque-là à Markalaï et à Diabali où ils assuraient la sécurité des populations. Cette fois, ils sont au cœur du feu. Tombouctou était le siège d'Acmé. Je vous le disais en titre, l'autorité supérieure du contrôle d'État sensibilise les acteurs de la justice sur les méfaits de la corruption. Au Burkina Faso, la justice est particulièrement exposée au phénomène et en décidant d'en parler, l'autorité veut donner de la voix à Pélagie Sawadogo. Magistrats, greffiers et gardes de sécurité pénitentiaire, tous unis contre la corruption. Selon les rapports de l'autorité supérieure du contrôle d'État ASE et de la Cour des comptes, le phénomène de la corruption persiste au Burkina Faso malgré les efforts entrepris par le gouvernement. Il convient donc de renforcer la lutte à travers de nouvelles formules, notamment l'implication de tous les acteurs de la société. Et la justice, de par son rôle régalien de poursuite et de répression, doit jouer pleinement son rôle dans cette lutte. D'où l'organisation de cette journée de réflexion et d'échange sur la lutte contre la corruption. Vu que la justice est rendue par des hommes et des femmes, et que l'homme, tout homme étant faillible, il est bon que nous puissions nous retrouver ensemble et que nous puissions nous interroger et afin de prendre conscience vraiment de quel doit être notre rôle dans cette lutte contre la corruption. Il s'agira d'amener les acteurs à identifier les causes et les conséquences de la corruption dans le milieu judiciaire et de dégager des solutions. Cette rencontre intervient dans le cadre des vastes campagnes de sensibilisation entreprises par la SEE. Elle devrait permettre aux acteurs de la justice de mieux appréhender le phénomène de la corruption, de prendre conscience de ses conséquences et de jouer leur rôle dans le processus de la lutte. À Manga, le trésor public forme les collectivités locales sur les techniques de prévision et de recouvrement des recettes de ces collectivités. L'objectif étant de les aider à une gestion rationnelle des ressources financières. Abdourahmane Zongo.
Dans la cité de l'Épervier, ordonnateurs financiers, receveurs comptables et élus locaux sont en apprentissage des meilleures techniques de mobilisation des ressources budgétaires au profit des collectivités territoriales. C'est vraiment amener les collectivités à améliorer leur niveau de recouvrement. Et ça part d'abord des prévisions. Il faut que les prévisions soient sincères et réalistes. Ça ne sert à rien de prévoir recouvrer X% tout en sachant que nos capacités sont en deçà de le montant prévu. Et maintenant, toutes les techniques qu'il faut, tout l'accompagnement dont les communes ont besoin au niveau financier pour pouvoir atteindre ces objectifs. Nous sommes très confortés par la tenue d'un tel atelier parce qu'il va permettre donc de renforcer nos capacités pour que sur le terrain nous puissions être vraiment efficaces et opérationnels en matière de mobilisation des recettes. Et surtout d'aller investir les connaissances apprises à la population à la base, parce que le maire ne travaille pas seul. Il y a les populations, il y a les leaders, il y a tout un arsenal d'acteurs qui sont sur le terrain et que nous allons investir donc, à travers ces connaissances pour que nous puissions ensemble contribuer à augmenter nos recettes. Cette session de formation dure 3 jours et est la première d'une série qui concernera Manga, Kaya et Zignari. Au chapitre installation de maire, à Didir, le maire s'appelle Baguinema Bakwan et est officiellement installé le week-end dernier. Sitôt installé, il a décliné ses priorités, l'eau, l'assainissement et la réalisation d'infrastructures scolaires. Claudine Bikaba. Les coups de fusil et les tambours ont retenti à Didir ce 4 mai 2013, annonçant un événement important. Cet événement, c'est l'installation de Baguinema Bakwan à la tête de cette commune par Madame la haut-commissaire de la province du Sanguier. Après quoi, le nouveau maire décline en ces termes les défis qu'il entend relever. Nous allons nous attaquer au problème de l'eau, au problème de l'assainissement, en commençant par la racine, à savoir travailler à conscientiser les populations pour qu'elles comprennent d'abord la nécessité de consommer de l'eau potable, la nécessité d'utiliser des latrines pour que leur environnement soit sain. Au-delà, il ambitionne travailler à travers des partenariats à réaliser des mini-retenues d'eau pour relancer la culture maraîchère et occuper la jeunesse en saison sèche pour les éviter les vices de l'oisiveté. En attendant, la population a d'autres priorités et la jeunesse attend plus du maire que des engagements. À Didi, si c'est les paroles, on en a. Mais ce sont les actes qui manquent. Mais ce sont toujours les mêmes préoccupations qui existent. J'aurais appris qu'il y avait un médecin qu'on avait affecté à Didir ici, mais par manque d'infrastructure, il s'est retourné. Alors que la santé, bon, c'est la première préoccupation de tout un individu. En plus, je veux parler aussi de l'éducation. La pose de la première pierre de la maison des jeunes et le lancement du site web de la commune ont été effectués à l'occasion. Pour que Didir devienne un havre de paix et un îlot prospère, il faut que chacun apporte sa pierre à la construction de la cité, ont souhaité le nouveau maire et l'ancien. Cette entité territoriale est composée de 16 villages, 44 000 habitants et 34 conseillers issus du CDP, de l'UPC, du PDS Medba, entre autres, et siègent dans cette municipalité. Page santé, les agents de santé de la boucle du Mouhoun se forment sur le dépistage précoce du cancer du col de l'utérus. Ils ont eu 5 jours pour acquérir des connaissances. Nathalie Kaori. Classé 3e au plan mondial, le cancer du col de l'utérus est le 2e type de cancer dont souffrent les femmes au Burkina Faso. Actuellement, 38 000 femmes burkinabées de 15 à 44 ans seraient à risque. Mais la bonne nouvelle est que les premiers signes de cette pathologie peuvent être découverts précocement. La présente formation est un cadre d'apprentissage pour ces prestataires de soins afin qu'ils puissent reconnaître les lésions précancéreuses et les prendre en charge pour éviter l'installation du cancer du col de l'utérus. Le cancer du col ne s'installe pas d'un seul coup, mais c'est une progression. Une lésion qui apparaît à 10 ans pour évoluer et se transformer en cancer. Donc vous comprenez l'importance de dépister à temps les lésions précancéreuses. Voilà pourquoi cette formation est vraiment inestimable pour nous et pour nos prestataires.
Avant, les prestataires de soins de la Boukou du Moun, ceux de la région du centre ont bénéficié de la formation sur le dépistage des lésions précancéreuses grâce à l'appui financier de la Fondation Semafo. L'ambition pour les organisateurs est d'étendre cette formation à toutes les régions du Burkina Faso. Et puis à Samandin, un quartier de Ouagadougou, la fête coutumière de cette année est intervenue ce dimanche. Une cérémonie au cours de laquelle on évoque les mannes des ancêtres pour protéger les vivants. Ramatouzida, Sylvestre Sieda. Délégation après délégation, le Saman Naba Kwanga reçoit ses invités du jour. Des différentes communautés vivant dans les quartiers samandins, aux chefs coutumiers en passant par les responsables communaux, tous sont venus célébrer avec le chef des Samandins, son Nabasga. Une fête coutumière de reconnaissance non seulement à Dieu, mais aussi aux mânes et aux ancêtres pour la vie et surtout demander des grâces pour l'avenir. C'est l'occasion de remercier nos ancêtres et nos pères qui nous ont mis au monde et rendre grâce à nos mânes de nos ancêtres et demander à ce que les populations puissent avoir de meilleurs revenus. Des revenus dont les réalisations passent par l'accomplissement d'un certain nombre de rites. Les griots viennent au moins 3 fois pour aider à l'accomplissement de ces actes. Et ça s'est terminé hier soir avec le sacrifice des offrandes aux mains de nos ancêtres, poulets et puis moutons. Et comme vous savez, nous avons une case et c'est à ce moment que nous accomplissons certains rites. Le Nabaska du Saman Naba Kwanga est célébré chaque année. Pour cette édition, les festivités ont commencé le mercredi dernier et la cérémonie de ce dimanche en constitue l'apothéose. Une cérémonie dont la particularité est la visite que le Saman Naba rend à l'empereur des Mossé, le Mogo Naba Bango. Et puis je vous le disais récemment, on en vient à ce téléman de Viviane Tiendrebego pour boucler sa tournée dans l'est du pays. Le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw s'est rendu à Fada Ngourma où il a visité le centre médical de Fada, l'université qui forme des ingénieurs du génie minier et du génie civil. Et Luc Adolphe Thiaw s'est également entretenu avec les forces vives de la région de l'Est. Le point de tout cela avec Jean Zongo et Viviane Tiendrebego. Le programme officiel du Premier ministre ce 5 mai a commencé au CHR de Fada. La structure construite depuis 1972 est aujourd'hui vétuste. L'insuffisance du personnel et du matériel n'arrange pas les choses. Pour la construction du nouveau CHR, l'on aura certainement besoin d'ingénieurs. Il y a depuis avril 2010 à Fada une école de formation d'étudiants en génie minier et en génie civil. La structure est actuellement logée dans le lycée professionnel Yendabri. Les étudiants y prennent les cours dans des situations difficiles. Dès lors que le centre s'est trouvé à Fada, le directeur a fait des démarches auprès de la commune et a obtenu 135 hectares de terrain. Alors après ce terrain, les études architecturales ont été faites. Le volet social n'a pas été intégré au projet. C'est-à-dire que si les étudiants vont là-bas, il n'y a que les cours. Alors ils vont commencer par faire des grèves pour dire qu'il n'y a pas des espaces. Il n'y a pas de restaurants universitaires, il n'y a pas de cité universitaire, il n'y a pas d'espace de sport. Donc finalement, nous avons intégré et à l'heure actuelle, le dossier est complètement bouclé. Alors, en visant l'école ce matin, nous allons prendre des engagements et je promets que je mettrai le meilleur de moi-même pour que dans les 2-3 années à venir, il y ait quelque chose déjà pour que ces étudiants soient dans de meilleures conditions pour travailler. L'autorité s'est engagée et nous n'allons pas juger l'autorité avant de le voir à l'œuvre. Nous, notre préoccupation, c'était de pouvoir poser ce qui nous incombe comme difficulté. On l'a fait. Maintenant, quitte à l'autorité d'agir. Les questions d'éducation, de santé sont revenues dans les échanges entre le Premier ministre et les forces vives de la région de l'Est. Les délégués ont également parlé du bitumage des routes Taparko Bogandé Fada et Kantchari Diapaga Logobu, frontière du Bénin. Mais tous ont reconnu que le principal handicap de la région de l'Est, c'est l'insécurité. Certains de ceux qui étaient venus aux échanges avec des doléances ont obtenu satisfaction. Il s'agit du Conseil régional des jeunes qui est reparti avec la promesse de Softnet et du président de l'ONG Tintoua de lui offrir du matériel informatique.
Et puis pour terminer à l'étranger, les États-Unis et la Chine s'accusent mutuellement de piraterie informatique. Les premiers pointent du doigt Pékin de réduire la part des fournisseurs d'armes étrangères en s'appropriant la technologie militaire américaine. La Chine rejette bien évidemment ces accusations, les qualifiant de blablabla. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.